On va pouvoir démarrer dès à présent. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous voir connectés déjà aussi nombreux pour cette première échéance de la deuxième saison des universités d'été d'AgroSolutions. Donc, on démarre ensemble pour un cycle d'une semaine d'université d'été. On est ravis, comme je vous disais, de vous voir aussi nombreux. On a encore plus de personnes qui sont inscrites cette année que lors de la saison précédente de l'année dernière. Donc voilà, merci encore à toutes et à tous d'être présents ce jour. On démarre donc le cycle des universités d'été d'AgroSolutions avec une thématique transversale assez vaste autour des sujets et des enjeux de l'adaptation au changement climatique, de l'atténuation du dérèglement climatique et des enjeux de biodiversité, notamment sous l'angle de comment est-ce que vous allez pouvoir vous emparer de ces différents enjeux et les gérer au sein du secteur agricole. On va avoir une trentaine, 35 minutes à peu près de temps de parole et on aura 10 minutes à peu près de questions-réponses avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le formulaire que vous avez dans l'onglet en haut qui s'appelle Q&R, questions-réponses. On les collectera et on les posera. Je m'occuperai de les poser aux intervenants d'AgroSolutions à la fin de la présentation. Cette présentation elle va se dérouler en 3 parties. On va reprendre quelques éléments de contexte. Alors après, vous allez présenter un petit peu AgroSolutions pour ceux qui ne connaîtraient pas la structure. Et ensuite, le cœur de la présentation sera en 2 parties. D'abord, pourquoi et comment vous emparer de ces enjeux. Et ensuite, quels leviers d'action pour pouvoir les traiter dans vos structures et idéalement les traiter de front. Vous avez autour de votre écran ce midi Caroline Dizien, qui est consultante senior spécialisée sur les thématiques et la gestion du carbone pour le secteur agricole et agroalimentaire. Moi-même, qui suis Elisa Mitko, moi aussi consultante senior plutôt sur les thématiques transversales d'agriculture et territoire durable. Et Alexandre Benoît, qui lui est plutôt une casquette de spécialiste faune et biodiversité agricole. Vous avez nos contacts, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions ultérieurement. Donc, en quelques mots, AgroSolutions, on est donc un cabinet d'expertise conseil en agro-environnement qui est rattaché à l'union de coopératives agricoles qui s'appelle InVivo, qui est une union de près de 200 coopératives agricoles, donc qui représente un nombre d'agriculteurs en France significatif. On est une cinquantaine de collaborateurs, majoritairement des ingénieurs agronomes, qui sommes répartis dans 6 bureaux en France, mais qui intervenons à l'échelle de tout le territoire, avec une capacité de rayonnement aussi à l'international quand nécessaire. Et on a une structure, on travaille dans une structure qui a près de 50 ans d'existence et qui a pour ADN un ADN technique agronomique qui a démarré au service des coopératives agricoles du réseau. Donc, c'est quelque chose dont on est assez fier et qui fait vraiment partie de notre ADN. Et on a développé donc cette expertise et cette connaissance agronomique et cette capacité d'être proche du terrain aussi au sein de différentes thématiques que je vais vous présenter juste après, agro-environnementales. On est aussi une structure qui défendons les piliers de la 3e voie de l'agriculture, qui est une agriculture qui se veut mesurée, prouvée, démontrée et innovante. Et on a notamment, si ça vous intéresse, une plateforme d'expérimentation dédiée à ces preuves et à ce déploiement de la 3e voie qui s'appelle Openfield. N'hésitez pas aussi à nous contacter si jamais vous souhaitez pouvoir visiter cette plateforme. Au sein de notre entreprise, on a donc ce socle technique agronomique qui est vraiment notre ADN, et puis on a aussi des méthodes qui sont issues de références et de projets développés à la fois avec des instituts techniques et la recherche scientifique. On a choisi de vous présenter 3 thématiques qui sont très fortement travaillées dans ce cadre-là actuellement, qui sont donc le climat. On a notamment 2 projets dans lesquels on est investi, CarbonThink depuis de nombreuses années, qui nous a notamment permis de travailler sur la rédaction de méthodologie du label bas carbone à l'échelle française. Et cette expérience, cette expertise, elles nous ont permis de rentrer dans le consortium Marvic, qui est un consortium européen, pour développer le carbon farming à cette échelle un peu supérieure.
Sur la thématique centrale autour de la biodiversité, on peut notamment citer le CASDAR Apprivoise qui a pour objectif de s'approprier, définir les meilleurs indicateurs pour faire rendre compte de la biodiversité à l'échelle des exploitations agricoles. Et au niveau de la thématique des sols, on a notamment un projet dans lequel on est investi pour poursuivre le développement d'un outil autour des diagnostics de la qualité biologique des sols. Et tout cela, on le porte aussi à la fois avec des méthodes qui sont éprouvées, certifiées, labellisées, notamment avec Bureau Veritas pour certaines méthodes au niveau de la gestion, de la quantification du carbone, mais aussi avec tout un ensemble d'appuis sur d'autres types de standards et des partenaires scientifiques qui sont proches d'AgroSolutions depuis de nombreuses années. AgroSolutions, c'est enfin des missions aussi d'accompagnement autour de différentes thématiques que vous voyez sur votre gauche, qui vont notamment aborder de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre, l'ensemble de ces sujets et de ces enjeux agro-environnementaux qui sont assez variés. Et ces différentes thématiques, pardon, on les déploie auprès de toute la chaîne, enfin tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole, allant de l'amont agricole, notamment les coopératives, jusqu'aux industriels agroalimentaires à l'aval, en passant par les acteurs des territoires, qui sont les acteurs, pas forcément du secteur agricole, mais qui travaillent avec et pour le secteur agricole. Donc, par exemple, des acteurs privés comme les énergéticiens, des acteurs de l'eau ou alors des acteurs publics territoriaux. Une fois cette petite présentation faite, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec quelques éléments de contexte. Donc, le changement climatique, pour commencer, c'est peut-être l'enjeu le plus maîtrisé parmi les trois qu'on a évoqués dans le cadre de ce webinaire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le changement climatique, il y en a déjà eu dans d'autres échelles de temps. Ce qui est remarquable et inquiétant, mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir ce point-là, c'est que le changement climatique que nous subissons actuellement, il est important, il s'accélère de façon presque exponentielle et il est lié essentiellement à des causes anthropiques. Donc, c'est un enjeu qu'on constate déjà aujourd'hui et qu'on va continuer de constater demain. De la même façon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on va continuer sur une trajectoire d'augmentation de la température globale à la surface de la Terre avec, pour les scénarios les plus pessimistes, donc en l'occurrence le scénario SSP 8.5, un réchauffement qui pourrait aller jusqu'à plus 4, plus 5 degrés à l'horizon 2100, ce qui est absolument significatif. Le secteur de l'alimentation, dont fait partie l'activité agricole, c'est un secteur qui est contributeur dans l'évolution de ce climat. À l'échelle française, 23% à peu près de l'empreinte carbone d'un Français est constituée par l'empreinte de son alimentation. Donc, c'est un contributeur qui est quand même significatif, mais c'est aussi un secteur agricole qui est impacté directement par le réchauffement climatique, parce que quand on parle de vivant, on parle de cycle biologique et les questions d'excès d'eau, de déficit en eau ou de température qui évoluent, c'est des choses qui peuvent avoir des facteurs qui peuvent avoir des impacts significatifs aussi sur les conditions de production agricole. Donc, c'est à la fois contributeur et à la fois un secteur impacté directement. Si on projette un peu dans le futur avec un indicateur assez simple, là on a choisi la sécheresse agricole, on va constater assez directement que le changement climatique risque aussi d'avoir un impact. Là, le scénario le plus pessimiste projette cet indicateur donc de sécheresse agricole, c'est-à-dire une teneur en eau dans les sols qui est insuffisante pour des cycles biologiques, qui pourrait être jusqu'à 70 à 85% dans certaines régions, un contexte de sécheresse agricole au sein de la période de développement, de la période de l'année qui est considérée comme saison agricole. Donc, en l'occurrence, là, l'indicateur, il est projeté de mars à octobre. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des zones où on va avoir la majorité de la saison agricole qui va être considérée comme en sécheresse agricole. Donc, un enjeu, certes, aujourd'hui, mais un enjeu aussi demain. Et quand je dis demain, c'est à horizon pas si lointain, puisqu'on est sur la projection 2041-2070. Le dernier enjeu qu'on souhaite aborder aujourd'hui, c'est l'érosion de la biodiversité, qui est aussi un enjeu majeur. Et vous comprendrez, j'espère, à la fin du webinaire que tout est interconnecté.
Il y a des constats qui sont assez alarmants qui peuvent être faits au niveau de la biodiversité avec une diminution globale de la santé des écosystèmes et puis une augmentation des espèces qui sont menacées par un risque d'extinction. Et ces différents constats, il y a 5 causes principales qui ont été identifiées. C'est la classification de l'IPBES. Quand on parle de secteur agricole, on parle notamment de causes qui sont liées au changement d'usage des sols ou des causes de pollution. Mais vous le voyez, le changement climatique, c'est aussi un facteur d'érosion de la biodiversité vraiment important. Et pour pouvoir essayer d'inverser la tendance, il y a 2 leviers qui seraient importants de travailler, qui seraient mettre en place des espaces, des objets pour conserver les espaces naturels et puis modifier de façon significative les activités anthropiques au niveau à la fois de la production et de la consommation. Donc voilà un petit peu pour le panorama des contextes des différents enjeux. Et puis je passe la parole à mon collègue Alexandre. Ouais. Je vais juste prendre la main. Tac. Alors, on va passer sur une partie on va aborder les différents cadres et pourquoi et comment prendre en main ces différents enjeux environnementaux. Alors, globalement, les thématiques environnementales sont abordées sous l'angle de l'impact des activités de l'entreprise sur le changement climatique et la biodiversité. Ouais. Caroline, ouais, merci. Ouais, je te passe, t'inquiète. Merci. Alors, ces impacts sont soit négatifs, soit positifs, hein, bien sûr. Et globalement, ces impacts, on les caractérise dans la matérialité de l'impact, donc actuel ou potentiel. Et ces impacts se retraduisent par une modification du climat et de la nature, donc qui vont transformer derrière le niveau de délivrance des services écosystémiques. Donc, pour simplifier, les services écosystémiques sont les services utiles pour les activités humaines et qui sont produits par les écosystèmes. Tu peux mettre des animations. Et un de ces services écosystémiques, c'est notamment la régulation du climat. Donc, on retrouve une petite boucle de rétroaction entre changement climatique et biodiversité pour vous remontrer que les deux sont bien liés et qu'il y a un enjeu d'adresser les deux enjeux de façon couplée. Et finalement, l'entreprise va aussi être impactée par ces changements puisqu'elle est aussi dépendante du climat et de ses services écosystémiques. Donc, Elisa, par exemple, a parlé des probabilités de sécheresse avec des précipitations de plus en plus irrégulières, ce qui va causer justement un risque accru de stress hydrique pour les plantes et par conséquent un impact potentiel sur les rendements ou une altération des rendements selon les années. Et en fait, ces impacts sur l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la matérialité financière. Et c'est une analyse de risque qui est généralement conduite historiquement dans les grandes entreprises, dans le cadre des reportings extra-financiers. Donc, l'analyse des enjeux sous l'angle de la matérialité de l'impact et de la matérialité financière, c'est ce que l'on appelle communément le principe de double matérialité. Alors, pourquoi s'engager sur ces enjeux environnementaux? Alors, on a vu que les entreprises étaient dépendantes au climat et à la biodiversité, ce qui constitue in fine un risque pour elles. Et en fait, les entreprises qui vont chercher à comprendre et à gérer ces risques, en fait, ça va permettre de transformer ces risques en opportunités au final. Donc, parmi ces opportunités, on peut les regrouper sous différentes catégories. On va retrouver des opportunités économiques. Donc, ça va de l'efficience des ressources. Donc, par exemple, vous allez limiter votre consommation en eau sur un site industriel. Donc, ce qui peut se retraduire par un impact potentiel sur les marges au final. Développer et conserver des marchés, des nouveaux clients. Donc, par exemple, ça peut être le développement d'une gamme de produits végétaux ou une gamme de produits carnés, mais par exemple basés sur un label biodiversité, entre autres. Et on va retrouver au final des avantages plutôt concurrentiels et réputationnels pour l'entreprise, où vous allez pouvoir valoriser votre démarche de durabilité d'un point de vue marketing, ou encore fidéliser vos salariés, puisque voilà, ils vont se retrouver avec une entreprise qui va présenter des garanties un peu plus importantes en termes de sens et de sens pour les missions qu'ils réalisent. En termes d'autres opportunités, on va trouver des opportunités en lien avec l'accès au financement. Donc, de plus en plus, les institutions financières vont chercher à flécher les investissements vers des entreprises qui ont pris des engagements ou qui ont au moins un processus de suivi des enjeux environnementaux.
Et c'est déjà en partie couvert par la réglementation avec les règlements européens liés à la taxonomie verte et la SFRD. Et on retrouve aussi les cadres volontaires, donc notamment la TCFD sur le climat et la TNFD sur le climat, qui va permettre aux institutions de flécher les investissements vers les entreprises les plus durables. Et finalement, on va retrouver des opportunités en lien avec le réglementaire, où il est vraiment important d'anticiper les évolutions réglementaires pour ne pas les subir. Et l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur ces changements pour initier une dynamique en interne sur les sujets du changement climatique et de la biodiversité. Donc, parmi les changements réglementaires, on va retrouver la fameuse CSRD, donc la Corporate Sustainability Reporting Directive, dont on va parler juste après. Et ou encore, on va retrouver la loi climat et résilience qui oblige les entreprises de plus de 500 salariés à réaliser un bilan carbone. Hop, tu peux passer. Alors, si on revient à la CSRD, je pense que vous en avez tous entendu parler. Donc, c'est une directive européenne qui remplace la NFRD et à l'échelle française, la déclaration de performance extra-financière, donc la fameuse DPEF. Et les objectifs de la CSRD, ils sont assez larges et assez forts, où l'ambition, c'est vraiment d'améliorer la transparence et la comparabilité des entreprises sur les enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance. Et ça va permettre aussi de cadrer le contenu des rapports que les entreprises publient. Et en fait, c'est un véritable outil de transformation des entreprises vers davantage de durabilité en insufflant des démarches de RSE dans la totalité de l'entreprise. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de structurer sa stratégie autour de ces enjeux environnementaux. Donc, à l'échelle française, il y a à peu près 6 000 entreprises qui seront concernées à terme, avec un calendrier de mise en application qui est échelonné. Les premières entreprises vont devoir reporter sur 2025, donc elles sont déjà en train de collecter des données sur l'exercice comptable de 2025 pour les publier ensuite. Et les dernières vont être concernées en 2028, donc là, ce seront plutôt les entreprises étrangères avec une filiale européenne. Donc cette directive CSRD reprend le concept de double matérialité, et c'est vraiment le socle de cette directive. Et en fait, ça se retraduit par une analyse de double matérialité qui est réalisée au préalable, au départ en tout cas du reporting, qui va définir les enjeux matériels pour les entreprises. Et on va retrouver cette double matérialité et cette analyse dans l'architecture de la CSRD. Donc, comme vous pouvez le voir à droite, la CSRD est découpée en normes, qu'on appelle normes ESRS, avec des normes transversales obligatoires, il y en a 2. Et derrière, il y a 5 normes ESRS environnementales, donc qui couvrent le changement climatique, les pollutions diverses, l'utilisation de l'eau et les ressources marines, la biodiversité et les écosystèmes, et finalement l'utilisation des ressources et l'économie circulaire. Donc ces normes ESRS sont mobilisables selon les résultats de la double matérialité, si ces enjeux sont matériels pour vous. Et en complément, il y a des normes aussi sociales et une norme sur la gouvernance. Et à noter qu'il y a des normes sectorielles aussi qui sont en cours de développement par les FRAG, qui étaient initialement prévues en juin 2024, mais qui ont été repoussées en 2026. Et à noter qu'il y a une norme en cours de développement spécifiquement sur l'agriculture. Alors, toutes les structures ne seront pas concernées par la CSRD, et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné, que vous ne devez pas forcément vous saisir des enjeux environnementaux, puisque, comme je l'ai déjà indiqué auparavant, la demande de vos parties prenantes va augmenter au cours des prochaines années, que ce soit vos clients, les institutions financières ou encore les consommateurs. Et même les entreprises qui sont intégrées dans la CSRD, qui doivent reporter, peuvent aller plus loin et s'intégrer dans d'autres cadres, donc des cadres de reporting volontaire ou encore des démarches de labellisation, des démarches RSE. Donc au niveau de ces cadres, il en existe une multitude, puisqu'on a assisté à une multiplication de ces cadres ces dernières années, donc principalement sur le carbone et plus récemment sur la biodiversité. Et parmi ce cadre, on va retrouver des cadres plutôt à destination des institutions financières qui peuvent vous demander des informations. Donc là, on retrouve la fameuse TCFD pour le climat et la TNFD pour la biodiversité. On retrouve également les cadres liés aux engagements SBT, donc les Science-Based Targets. Donc, ce sont des cadres qui permettent aux entreprises de s'engager sur des trajectoires de réduction de leurs impacts basées sur des limites planétaires. Donc, on retrouve la SBTI, SBTI Flag et la SBTN. On retrouve des cadres liés au reporting des impacts, donc comme les cadres liés au Greenhouse Gas Protocol, les normes GRI, ou encore le bilan GES de l'ADEME côté français. Et finalement, on retrouve des cadres liés à la labellisation RSE, donc notamment la norme ISO 26000 de l'AFNOR, et des labels qui s'en inspirent, donc par exemple le label Lucie Positive, donc un label qui montre les impacts positifs de l'entreprise sur la société, basé sur des notions de triple comptabilité, les limites planétaires, des trajectoires d'engagement, etc. Et à noter qu'il y a une certaine complémentarité entre ces cadres,
Donc, par exemple, pour illustrer, la CSIRD s'est inspirée directement des travaux de la TNFD en reprenant la méthodologie d'évaluation de la TNFD, donc sur la biodiversité et les écosystèmes. Et du coup, elle est directement intégrée dans la CSRD, ou encore il y a des échanges ou une certaine complémentarité entre les cadres SBT et TNFD, TCFD. Merci Alexandre. Maintenant qu'on a fait un peu le tour du contexte et des cadres d'engagement que vous avez à disposition, l'idée pour la dernière partie, c'est de commencer à vous donner un petit peu des pistes d'action concrètes pour travailler ces enjeux, notamment les traiter de front. Donc généralement, le premier enjeu finalement que vous allez traiter, parce que c'est un enjeu qui est aujourd'hui assez bien connu et maîtrisé au sein de nos activités, c'est celui du changement climatique et de l'atténuation du changement climatique. Donc on l'a vu, l'alimentation de manière générale, c'est un des postes d'émissions significatifs de l'empreinte carbone des Français. Et au sein de ce poste alimentation, c'est particulièrement la production agricole primaire qui pèse beaucoup. L'agriculture, c'est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, avec notamment l'émission de gaz spécifiques aux activités agricoles, le méthane et le protoxyde d'azote. Donc, l'agriculture est une activité contributrice au changement climatique, mais vous avez également en tête que c'est aussi une activité qui est pourvoyeuse de solutions, puisque si on veut atténuer le changement climatique, il faut, dans un premier lieu, réduire les émissions anthropiques, mais on a aussi la solution de stocker du carbone dans différents puits, et notamment en termes de potentiel de stockage additionnel de carbone, les sols agricoles, notamment dans les systèmes de grande culture, sont identifiés comme un puits vraiment intéressant de stockage de carbone. Donc ça veut dire mettre en place des systèmes de culture qui vont être axés sur la production de biomasse et la restitution de cette biomasse, de cette matière organique au sol pour former de la matière organique stable qui va pouvoir être stockée sur le long terme dans les sols agricoles. Donc, on voit bien que l'agriculture, vis-à-vis du changement climatique, elle est contributrice, elle est également impactée, on l'a vu avec les sujets d'adaptation au changement climatique, mais elle est aussi pourvoyeuse de solutions. D'où l'importance de travailler cet enjeu dans nos secteurs d'activité. Donc concrètement, puisque cet enjeu est déjà assez bien maîtrisé, on dispose d'un certain nombre de leviers, de solutions qui sont déjà identifiées pour réduire l'impact de l'agriculture sur le changement climatique. Donc sans rentrer dans le détail de ces leviers, quand on travaille la réduction des émissions en agriculture, on va dans un premier lieu travailler la partie azote, donc la fertilisation azotée, son impact, l'impact des produits qu'on utilise, avec l'objectif de diminuer au maximum les émissions de protoxyde d'azote. On va aussi s'intéresser aux consommations d'énergie fossile, avec les consommations pour la mécanisation. Et puis, plus généralement, on va chercher à mettre en place des systèmes de culture plus bas carbone qui vont viser à diversifier les rotations avec plus de cultures qui sont à bas niveau d'intrants, qui vont aussi chercher à mettre en place des systèmes avec une meilleure autonomie azotée, donc pour diminuer l'impact de l'azote, et puis réduire également les consommations diverses et variées. Donc ça, c'est la partie réduction des émissions. Et puis, en parallèle, on cherche aussi à augmenter le stockage de carbone. Donc, comme je le disais, ça consiste à mettre en place des leviers qui consistent à faire évoluer des systèmes vers des systèmes portés le plus possible vers la production de biomasse et vers la restitution de matière organique au sol, soit dans des systèmes déjà existants, en les adaptant, en intégrant des couverts, d'autres cultures, soit aller jusqu'à des systèmes un peu plus en rupture, comme par exemple l'agroforesterie. Et donc, ce qui est intéressant avec tous ces leviers-là, c'est que, en fait, la plupart, s'ils sont raisonnés dans un premier temps vis-à-vis de leur intérêt pour l'atténuation du changement climatique,
ils sont souvent aussi intéressants vis-à-vis de l'adaptation avec des systèmes qui sont plus résilients vis-à-vis des changements climatiques. Et puis également, ils sont souvent intéressants du point de vue de l'augmentation de la biodiversité des systèmes. Si on fait un focus un peu plus particulier sur l'adaptation au changement climatique, il y a une nécessité pour l'adaptation de prendre un petit peu de recul et d'avoir une démarche un petit peu prospective pour se projeter à moyen long terme sur les conditions de production, les conditions dans lesquelles seront produites les matières premières que vous utilisez dans vos filières. Donc, on propose 3 grands types de stratégies pour gérer cette adaptation. La première qu'on a appelée disparaître, qui est en fait une stratégie de substitution, ça consiste à faire le constat, peut-être pour certaines cultures, que de manière globale, les conditions de production sont plus suffisantes, sont trop contraignantes, et que donc on va décider de tout simplement arrêter de produire cette espèce, cette matière première, et on va la remplacer par une autre qui sera plus adaptée. Donc, par exemple, dans les filières céréalières, on peut donner l'exemple de nouveaux types de céréales, en tout cas par rapport à l'historique de ce qui est cultivé en France, type sorgho, millet, qui vont pouvoir être intégrés dans les filières. Donc ça, c'est intéressant parce que cette stratégie, elle conduit à augmenter globalement la diversité des systèmes, puisqu'on introduit des espèces un petit peu différentes dans les rotations, dans les systèmes. Elle permet aussi d'aller travailler pour les entreprises de l'agroalimentaire sur des questions d'innovation produit. Mais forcément, ça demande un ajustement des modèles de culture et ça demande aussi qu'il y ait toute une filière qui soit organisée à l'aval pour stocker, transformer ces nouvelles matières premières. Deuxième stratégie, qui est un peu le pendant de la première, c'est la stratégie de migration, c'est-à-dire que là, plutôt que de se dire qu'on va tout simplement supprimer une espèce, une matière première de notre sourcing, on va plutôt déplacer notre sourcing, c'est-à-dire aller la chercher ailleurs, aller la cultiver ailleurs, dans des régions qui sont plus adaptées. Donc, par exemple, des espèces ou des essences d'arbres historiquement plutôt méridionales qui vont pouvoir peut-être migrer vers des régions de culture un peu plus septentrionales. De la même manière que pour la stratégie de disparition, ça demande d'ajuster les modèles de culture. Et puis, ça peut poser aussi des questions quand on introduit une nouvelle culture dans une région dans laquelle elle n'était pas cultivée jusqu'à maintenant, de maladaptation de cette culture ou même de boucles de rétroaction négatives sur le climat, puisque typiquement des cultures qui sont plus résistantes à la sécheresse, c'est des cultures aussi qui produisent moins d'évapotranspiration et qui peuvent donc dans certains cas provoquer une accélération des phénomènes de désertification. Donc, c'est des stratégies qu'il faut bien réfléchir en amont et en mesurer tous les impacts. Et puis, la dernière stratégie, le dernier axe de travail qu'on peut adopter pour gérer l'adaptation au changement climatique, c'est l'adaptation des systèmes existants, c'est-à-dire en conservant les systèmes existants, on met en œuvre tous les leviers, notamment ceux dont on a pu discuter juste avant, qui permettent de les rendre de les adapter et de les rendre plus résilients face à ce changement. Donc ça, l'intérêt aussi, on l'a dit, c'est que ces leviers-là, souvent, ils ont des co-bénéfices, ils ont des intérêts au-delà de l'adaptation, ils ont des intérêts pour l'atténuation et pour la biodiversité. Et ça permet de rester dans les systèmes existants. En revanche, on sait très bien que ce n'est pas avec seulement un ou deux leviers qu'on va répondre au problème. Et donc, ça nécessite de mettre en place toute une série de leviers qui peuvent être à la fois coûteux et qui peuvent être aussi difficiles techniquement à mettre en œuvre. Donc, c'est forcément une stratégie qui doit être accompagnée techniquement, économiquement, pour qu'elle puisse être efficace. Alors, on a vu qu'il y avait des solutions pour le climat et la biodiversité, hein, les deux sont liés, et c'est vrai que
lorsqu'on prend en compte ces enjeux environnementaux, on a tendance à raisonner sur chaque enjeu de façon un peu silotée, alors qu'il y a les liens existants entre le changement climatique et biodiversité. Donc, par exemple, le GIEC et l'IPBES se sont penchés sur la question des liens entre actions dans un rapport conjoint publié en 2021. Donc là, c'est 2 infographies qui ont été présentées dans le rapport. Donc, pour vous présenter l'infographie, d'un côté, vous allez retrouver des actions qui sont favorables à la biodiversité et au climat, à gauche. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce que ces mêmes actions sont aussi favorables pour le climat ou la biodiversité? Donc en bleu, vous allez avoir les flèches où les actions sont doublement positives. Et en rouge, vous allez avoir les actions plutôt négatives sur le climat ou la biodiversité au final. Donc sans rentrer dans le détail, ce que l'on voit, c'est que les actions qui sont en faveur de la biodiversité sont très généralement favorables au climat, parce qu'en fait, ce sont des solutions qui sont plutôt basées sur des notions de protection, de restauration des écosystèmes. Et en fait, de par ces actions, on va stocker du carbone dans certains écosystèmes forestiers, des zones humides ou des tourbières, ou encore les sols agricoles. Par contre, la réciproque est beaucoup moins vraie, où les actions en faveur du climat sont majoritairement globalement positives pour la biodiversité, notamment celles en lien avec l'alimentation. Donc, par exemple, dès que vous allez optimiser les itinéraires techniques, ça va permettre de à la fois réduire les pollutions, réduire aussi l'empreinte totale de l'utilisation des terres à l'échelle mondiale, ou encore lorsque vous allez travailler sur la transformation de votre gamme vers des gammes un peu plus végétales, ou transformer les régimes alimentaires et réduire le gaspillage, vous allez aussi réduire globalement l'empreinte surfacique nécessaire pour la production agricole. En fait, il y a certaines actions qui sont plutôt négatives et généralement, c'est plutôt celles qui sont en lien avec la production d'énergie renouvelable, puisque ces énergies vont perturber de façon assez importante les écosystèmes, donc par exemple les barrages hydroélectriques, où on va retrouver encore les éoliennes qui sont un facteur de mortalité directe pour certaines espèces d'oiseaux, de chauves-souris. À noter que c'est une évaluation mondiale, donc il y a encore une certaine part de zone d'ombre sur certains modes de production d'énergie, donc notamment tout ce qui est impact de l'agrivoltaïsme. C'est un cours de travail par la communauté scientifique. Il y a quelques papiers qui commencent à sortir, mais on n'est pas encore arrivé sur un consensus sur cette question-là. Et plus globalement aussi, il y a besoin de prendre en compte l'effet des actions sur l'écosystème local de départ, sur les espèces qui composent l'écosystème et aussi sur les milieux spécifiques. Donc essayer de dégrossir un peu cette analyse à l'échelle d'un pays et aussi à l'échelle d'un bassin de production, par exemple. Alors, pour résumer, globalement, on a vu qu'il existe un certain nombre de leviers qu'on peut adresser sur ces 3 enjeux environnementaux, mais concrètement, comment on se lance dans son cheminement vers davantage de durabilité? Alors, du côté d'AgroSolutions, on préconise de commencer par de la formation. C'est vraiment un prérequis de départ, où là, l'idée, c'est de donner des bases communes de compréhension à l'ensemble le plus largement possible. L'idée, c'est de ne pas former uniquement le conseil d'administration ou l'équipe RSE, mais de former les équipes achats, les équipes qualité, ou encore faire une sensibilisation très large via une fresque de la biodiversité ou une fresque du climat. L'étape suivante, ça va vraiment être de faire le bilan d'où vous êtes sur le sujet, de bien faire le lien avec l'analyse de double matérialité, donc tout ce qui impacte dépendance de vos activités, et aussi faire le bilan des actions que vous menez déjà. Généralement, vous ne partez pas de zéro, vous avez au moins des choses de faites sur le volet climatique ou sur le volet biodiversité. Et l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur ce que vous faites et de passer à l'étage supérieur sur ces enjeux-là. Ensuite, vous pouvez paramétrer votre approche selon le bilan qui a été effectué, ou quand on parle de paramétrer son approche, ça va vous permettre de prioriser, par exemple, vos plus gros enjeux. Donc, ça peut être des priorisations par business unit, des business units qui vont présenter des impacts plus importants que d'autres. Prioriser des localisations, surtout vis-à-vis de la biodiversité. Ça va aussi vous permettre de sélectionner des méthodes et des outils les plus adaptés à votre démarche, et aussi de définir un périmètre où là, on préconise vraiment d'intégrer vos opérations directes, ce qui est assez logique, mais aussi intégrer la chaîne de valeur et surtout l'amont agricole, d'où proviennent la majorité des impacts climatiques et biodiversité. La phase suivante, ça va vraiment être de définir sa stratégie, son plan d'action, donc qui est un peu une phase qui est faite en parallèle avec la phase de mesure suivante, où là, l'idée, c'est de définir une stratégie, si vous n'en avez pas, ou de la réviser, si vous en avez une, de définir des actions pertinentes et qui sont cadrées, bornées avec des objectifs SMART pour faciliter le suivi par la suite.
Et aussi, ce qui est important, c'est de définir des actions ou des objectifs qui peuvent se rapprocher au cadre réglementaire ou volontaire pour que cela parle à vos parties prenantes au final. Et finalement, on rentre dans une phase de mesure, de suivi, où là, vous allez définir ou sélectionner des indicateurs, les suivre, calculer des baselines aussi lorsque vous démarrez votre stratégie ou votre projet, ou de recalculer des baselines régulièrement, et ensuite collecter les données, les analyser au final pour reporter, et aussi vous appuyer dessus pour faire évoluer votre stratégie au final. Et dernière étape, vous pouvez aussi aller plus loin. Donc, aller plus loin, c'est vraiment s'engager dans des initiatives. Ça peut être les cadres de reporting volontaire, comme on en a parlé précédemment, les fameux SVT. Ça peut être des initiatives locales avec des associations, des ONG. Et aussi, on préconise de vous lancer dans des groupes de travail, justement, pour partager vos différents retours d'expérience, vos succès, vos échecs, sur la façon dont vous avez adressé ces enjeux de durabilité. Alors, du côté d'AgroSolutions, on travaille les 3 sujets où on accompagne nos clients de l'amont et de l'aval, principalement. Donc voilà, ça, c'est un exemple de mission que l'on peut proposer sur la biodiversité, où l'on propose la réalisation de formations. Donc, ça va de l'animation de fresques de la biodiversité à des formations un peu plus poussées, plutôt à destination des acteurs des industries agroalimentaires, notamment sur la prise en compte des enjeux de biodiversité sur la chaîne de valeur. Et on propose également des formations techniques sur la biodiversité fonctionnelle en agriculture, donc plutôt à destination des conseillers, des techniciens, des organisations professionnelles agricoles. On propose également des missions en lien avec l'évaluation et la recommandation et la définition de feuilles de route biodiversité, où là on propose plusieurs méthodes adaptées à vos enjeux selon votre maturité aussi sur le sujet biodiversité. Donc, ça va de l'identification des impacts, dépendances, risques et opportunités pour répondre à la CSRD, à la mesure de l'empreinte biodiversité, donc qui peut être considéré comme le cousin du bilan carbone, mais sur la biodiversité. Donc là, on est 2 assesseurs formés au Global Biodiversity Score de CDC Biodiversité. Et finalement, on propose aussi des diagnostics de filières et de fournisseurs, donc adaptés à votre chaîne d'approvisionnement, où l'on propose des indicateurs de biodiversité qui peuvent être intégrés dans votre cahier des charges et que vous pouvez suivre en pilotage opérationnel de votre filière. Et finalement, on propose des missions en lien avec notre expertise, où l'on réalise régulièrement des décryptages réglementaires et techniques, et où on participe à la construction de nouvelles méthodes. Donc, par exemple, le projet Biocapital, qui est un projet qui vient d'être lancé à l'échelle européenne, où on va chercher à développer des nouvelles méthodes de mécanismes financiers en lien avec la biodiversité. Merci Alexandre. Donc on arrive à la fin du webinaire. Avant de prendre un peu de temps pour les questions, juste quelques petites infos supplémentaires. Donc on profite de cette semaine des universités d'été pour lancer notre offre de formation. Donc les formations, ça fait déjà plusieurs années qu'on en réalise un peu régulièrement dans le cadre de nos missions en fonction des besoins et des demandes. Mais là, on a vraiment formalisé ça dans un catalogue de formation qui est disponible dès maintenant sur notre site internet, donc que vous pouvez aller consulter. On a aujourd'hui au catalogue 10 formations sur diverses thématiques, dont le carbone et la biodiversité, bien sûr. L'objectif étant de proposer des formations pour tout type on va dire tout niveau d'expertise sur les sujets, et puis quel que soit aussi votre secteur d'activité. Voilà, l'idée c'est de vous accompagner dans la bonne compréhension des enjeux et aussi dans la façon de mettre en œuvre les stratégies pour augmenter la durabilité de vos activités. Et puis, pour ce qui est des universités d'été, donc les webinaires se poursuivent toute la semaine jusqu'à vendredi. Donc là, vous avez le planning complet qui a été remis. Il est encore temps de s'inscrire pour les suivants. Et puis, si vous ne pouvez pas assister à un webinaire qui vous intéresse, pas d'inquiétude, tous les replays seront disponibles à partir de la semaine prochaine. Et juste après notre intervention, à 13h, vous avez un webinaire sur un sujet un peu différent, l'agrivoltaïsme, avec Camille et Alizé qui vont vous présenter un décryptage de la nouvelle réglementation et de ses impacts sur vos projets. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis on va prendre le temps de répondre à quelques questions.
Tout à fait. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Caroline. On a une première question d'ordre pratique à laquelle j'avais déjà répondu. Donc, non, les supports ne seront pas envoyés, mais vous aurez accès à l'ensemble des replays des universités d'été sur nos réseaux sociaux, probablement à partir de la semaine prochaine, le temps de les vérifier puis de les poster. Une question de Alexandre concernant la date de publication de la première version non draft du GHG protocole. On n'a pas de visibilité très claire là-dessus. Il était indiqué mi-2024. On pense que ça va être entre maintenant et 2025, mais ça reste une fourchette temporelle qui est un petit peu large. Donc, désolé, on ne pourra pas vous apporter beaucoup plus de précision là-dessus. Je vais laisser peut-être Alexandre prendre la question suivante de Anne-Claire concernant l'existence ou non d'une définition officielle de l'agriculture de régénération ou REG-AG qu'on a mentionné dans les différentes stratégies d'adaptation. Alexandre, si tu es d'accord pour prendre le point. Ouais. Actuellement, c'est vrai que c'est souvent une question qui nous revient sur le fait que il y a une multitude de définitions qui existent. Pour l'instant, il n'y a pas de définition officiellement validée sur tout ce qui est agriculture régénératrice. On a des définitions qui sont relativement proches. Généralement, ce que l'on préconise, c'est quand même de prendre celles qui sont retravaillées dans le cadre de groupes de travail, que ce soit au niveau du WPCSD, par exemple, ou de la plateforme SAI, où finalement, ils ont réfléchi à ces questions-là. Il y a quand même un encadrement scientifique aussi de ces définitions. Donc là, l'idée, lorsque vous allez définir une stratégie en lien avec la culture régénératrice ou publier des données ou des indicateurs en lien, ce qu'on recommande, c'est vraiment de publier aussi la définition que vous avez utilisée pour vraiment définir le périmètre et le scope de votre reporting. Merci Alexandre, j'espère que ça répond à la question. Sinon, n'hésitez pas à compléter à l'écrit, il n'y a pas de problème. Il nous reste encore 2 minutes. On a aussi une question de François Lavenu que je vais plutôt envoyer chez Caroline. Comment récupérer et intégrer toutes les données agricoles qui permettent de piloter de façon scientifique le scope 3 ou l'impact biodiversité? Bon, peut-être du coup, vous séparez les réponses si jamais, Alexandre, tu as un complément à faire. Et quelles données pertinentes? Itinéraire technique, IFT, data GPS, analyse de sol. Effectivement, c'est une bonne question. En fait, vous pointez du doigt un point important qui est que pour bien piloter son impact et faire un bon diagnostic sur lequel vous allez appuyer votre stratégie, on a besoin de données, effectivement. Et plus on se rapproche de la donnée primaire, réelle, plus on va être précis dans notre diagnostic et plus aussi on va être pertinent dans la stratégie qu'on va mettre en place par la suite. Donc après, il y a différents niveaux possibles de données disponibles. Il existe des bases de données qui sont plutôt statistiques, on va dire, qui donnent déjà qui permettent de donner des ordres de grandeur. Mais effectivement, l'intérêt pour les filières agroalimentaires, ça va être de collecter de la donnée primaire au maximum, et notamment parmi ce que vous citez, des données d'itinéraire technique, effectivement, sur les parcelles agricoles, de ce qui est effectivement mis en œuvre sur les parcelles de votre appro. Et notamment, si on raisonne grande culture et si on pense à l'enjeu climat, on sait que ce qui va beaucoup peser dans l'impact, c'est la fertilisation azotée, je le disais. Donc, ça peut être intéressant de se focaliser sur vraiment les pratiques les plus impactantes. Et en l'occurrence, en grande culture, c'est la fertilisation azotée, les quantités et les formes d'azote qui sont apportées. Quand on raisonne aussi sur la question du stockage de carbone, effectivement, la connaissance du sol est primordiale. Donc, les analyses de sol vont aussi pouvoir être intéressantes. Après, il y a d'autres façons de collecter de la donnée. Il y a des données notamment également sur la production de biomasse, des données satellites qui peuvent être utilisées. Voilà, il y a de plus en plus de choses qui se développent dans ce sens-là. Mais effectivement, c'est un point très important. Alexandre, est-ce que tu as un complément pour l'enjeu biodiversité? Parce que la collecte de la donnée, c'est aussi un point important et complexe sur cet enjeu-là. Ouais, c'est un enjeu assez important et
Pour faire simple, il n'y a pas de... de toute façon, ça, je pense que c'est bien connu maintenant, il n'y a pas d'indicateur unique ou de métrique unique sur la biodiversité comme sur le carbone. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'évaluer plusieurs indicateurs. Donc sur l'amont agricole, sur vos sourcings, vous pouvez définir plusieurs stratégies. Soit c'est définir un sourcing plutôt par localisation, par type de production, de façon très macroscopique. Et si vous voulez rentrer davantage dans le détail, pareil, il faudra aller collecter de la donnée à l'échelle des organismes stockeurs sur l'amont et des données plutôt de terrain. Donc la question qui se posera derrière, c'est quelquefois vous ne pouvez pas forcément valoriser directement la donnée de terrain collectée auprès de vos parties prenantes, pas sur la totalité de vos parties prenantes. Et sur cette collecte de données de l'amont et sur les indicateurs utilisés, vous pouvez vous appuyer sur ce qui est déjà fait dans le cadre de groupes de travail ou nous, de notre côté, on travaille sur le projet Apprivoise, qui est un projet national sur la définition des indicateurs de biodiversité à l'échelle française, où là, l'idée, c'est de fournir des indicateurs qui seront automatiquement calculés dans des outils de gestion parcellaire des agriculteurs. Et l'idée, c'est de ne pas demander aussi aux agriculteurs trop d'informations, d'éviter de la double collecte de données. Et comme ça, en termes, vous pouvez demander à un organisme stockeur qui va vous fournir l'indicateur, les données correspondantes. Et derrière, vous pouvez aussi le valoriser, piloter votre sourcing via des indicateurs un peu plus précis à la parcelle ou à l'exploitation agricole. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, il y avait un petit complément de question de Monsieur Lavenus. Ce que je vous propose, c'est de ne pas forcément empiéter sur la pause entre les deux webinaires. Donc, on va prendre votre contact. J'ai fait une réponse et puis très bien. Éventuellement, on pourra en discuter effectivement si besoin de préciser. Merci Caroline. Donc, le projet national de collecte de données, est-ce qu'on peut rappeler le projet national de collecte de données? Je ne sais pas de quel projet de collecte de données on a parlé. Ça dépend sur quel sujet. Là, comme ça, je ne suis pas sûre d'avoir effectivement de savoir le contexte. Mais de la même manière, on peut peut-être en discuter. Alors, il y a une réponse. Celui qu'on vient d'évoquer par Alexandre Benoît. En fait, il y a le projet Apprivoise, qui est un projet de recherche, qui est un CASDAR, en fait, financé, qui n'est pas réellement plutôt sur de la collecte d'indicateurs pertinents pour pouvoir justement mesurer la performance biodiversité d'une exploitation agricole. Donc, ce n'est pas tellement de la collecte de données, c'est plutôt du recensement et de la recommandation et de la mise à disposition d'indicateurs pertinents sur la thématique. Les indicateurs, c'est un projet de 3 ans qu'on mène avec Arvalis, SMAG, Lacta et la coopérative Scara dans l'Aube. Et l'idée, c'est on est dans une phase de sélection des indicateurs les plus pertinents à déployer sur une échelle d'exploitation agricole. Et en fait, derrière, on va les tester sur l'année à venir. Et finalement, ces indicateurs vont être intégrés dans une couche logicielle supplémentaire du côté de SMAG, de l'outil de SMAG, et aussi sur l'outil Cister d'Arvalis. Et l'idée, c'est d'avoir des indicateurs de biodiversité supplémentaires qui peuvent être utilisés comme des indicateurs de pilotage, comme des indicateurs liés à l'itinéraire technique, sur des indicateurs liés à des indicateurs plutôt économiques sur la biodiversité. Donc là, l'idée, c'est que l'agriculteur disposera de ces indicateurs de biodiversité. L'organisme stockeur, sa coopérative ou le négoce également. Et derrière, l'idée aussi, c'est que ça se parle avec des démarches filières ou une démarche filière, si elle veut utiliser des indicateurs de biodiversité, elle peut reprendre les mêmes indicateurs de biodiversité ou éventuellement les transformer légèrement par la suite. Mais l'idée, c'est que la donnée se collecte de façon automatique sur les outils de SMAG, sur l'outil SMAG et l'outil Cister du côté d'Arvalis. Merci beaucoup, Alexandre. Je pense qu'on a répondu parce que j'ai vu un petit pouce. Donc, je pense qu'on a répondu. Monsieur Vaillard, je ne sais pas si je prononce bien votre nom de famille, désolé. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous si jamais vous voulez plus de précisions sur ce CASDAR Apprivoise. Ça compte d'ailleurs pour toutes les personnes qui étaient présentes à ce webinaire. Donc voilà, vous aviez eu nos contacts au début du webinaire et sinon on a l'adresse contact@agrosolutions.com qui peut être aussi une bonne porte d'entrée